Bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Smartimo, une émission exceptionnelle. Dans quelques instants, on est ravi d'accueillir le professeur Carlos Moreno. C'est ni plus ni moins l'inventeur de ce concept, la ville du quart d'heure. Il va tout nous expliquer. On sera également en compagnie de Jean-Philippe Dugoin-Clément, le maire de Mennecy, le vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Réaction à chaud sur la composition du nouveau gouvernement, mais également, il va nous parler de la région des 20 minutes. Enfin, comment réenchanter le bureau, faire un bureau 4 étoiles. On sera en compagnie de Xavier Chouraki, le patron de Have a Good Day, Smartimo. C'est parti. Et dans Smartimo, on est ravi d'accueillir le professeur Carlos Moreno. Professeur, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de la chaire Entrepreneuriat, Territoire, Innovation à l'IAE Paris-Sorbonne, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, membre de l'Académie des technologies, mais vous êtes surtout le père d'un concept, et ça c'est rare d'avoir le père d'un concept sur le plateau, la ville du quart d'heure. Un ouvrage vient de sortir, votre dernier ouvrage, même si on avait déjà les prémices de votre pensée, dans droit de citer votre précédent ouvrage, La ville du quart d'heure, une solution pour préserver notre temps et notre planète. Alors vous allez nous expliquer tout ça. Tout d'abord, professeur, vous expliquez dans votre ouvrage qu'à présent, nous devons changer. Qu'est-ce qui, selon vous, rend ce changement si urgent aujourd'hui pour nos villes ? Bien, merci pour l'invitation. Nos villes aujourd'hui, c'est les lieux où il habite la majorité de la population. En Europe, 75%. Oui. Les villes aujourd'hui sont traversées par 3 crises. La crise climatique, qui est présente tous les jours, la crise économique, et on voit bien la situation française aujourd'hui, et le délitement social, et on le voit aussi. Donc, face à ces 3 crises, nous devons proposer des solutions qui intègrent ces 3 contraintes. Décarboner, régénérer de l'emploi, régénérer de la valeur locale, créer des activités et ratisser les liens sociaux. La proximité, c'est la clé aujourd'hui pour les 3. Avec la proximité, on décarbone avec des mobilités à pied, en vélo, bas carbone, transport en commun. Oui. Avec la proximité, on crée de l'emploi local, du commerce, des activités, des coworking, les nouvelles manières de travailler après le Covid. Avec la proximité, on a plus de liens sociaux dans les quartiers, dans les voisinages, dans l'espace public. C'est pour ça que c'est une solution qui permet de changer nos villes aujourd'hui au quotidien face à ces défis qu'il faut impérativement combattre. Alors dans ces défis, on a noté urgence climatique, crise sociale, fragmentation urbaine. Qu'est-ce qui constitue le moteur principal du changement ? C'est tout en même temps ? Une politique urbaine qui soit menée de manière ambitieuse pour, d'une part, offrir une meilleure qualité de vie, ce qui est aujourd'hui au cœur de la demande de nos concitoyennes, de nos concitoyens. Et cette qualité de vie, elle est liée, et je l'explique déjà dans mon précédent livre et dans celui-ci avec des exemples, il y a 6 choses fondamentales qui sont indispensables pour cette qualité de vie. Un logement digne, oui, et pas dans des lieux uniquement des boîtes à lapins, loin. Pas de cité dortoir. Exactement, mais partout, avec donc cette capacité à développer des logements sociaux, à mixité avec des logements intermédiaires et de la question de la propriété, c'est fondamental. Du commerce de proximité, des lieux de santé, on a vu avec le Covid la difficulté, donc des lieux pour avoir de la santé, de l'éducation, de l'accès à la culture, des espaces publics de qualité, oui, et des nouvelles manières de travailler. On voit la crise qu'il y a à Paris, à la Défense, qui montre bien la chute de ces business models des quartiers qui étaient faits uniquement pour travailler. La crise à la Défense, et nous sommes aujourd'hui impliqués parce qu'on est titulaire d'une mission donnée par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, pour proposer des nouvelles polarités économiques. Voilà, donc ce sont des choses très concrètes. On n'est plus dans les concepts, on est dans l'implémentation et la réalité. Carlos Moreno, en vous écoutant, j'ai l'impression que la ville du quart d'heure, où tout est à proximité, c'est l'anti-métro boulot-dodo. Ou en tout cas, on a le boulot d'un côté, le dodo de l'autre, et puis les loisirs quand on peut. Est-ce que
où il y a déjà des exemples de cette ville quart d'heure. Est-ce qu'elle existe en 2025? Oui, tout à fait. Et vous avez résumé parfaitement. Donc, on est vraiment à l'encontre de ces métro boulot dodo qui a beaucoup de conséquences, hein, sur le plan écologique, sur le plan également social. Les gens, ils perdent leur temps dans des transports obligés. Donc, nous voulons surtout passer des transports obligés aux transports choisis avec ces modes différents de vivre et de travailler. Des exemples, j'en donne beaucoup, puisque ce concept est né à Paris, tout le monde le sait, avec Anne Hidalgo pour sa campagne électorale, pour sa réélection, quand elle a proposé la ville du quart d'heure. Aujourd'hui, c'est une réalité palpable, mais ce n'est pas qu'à Paris. On le voit en France, même des villes comme Mulhouse, hein, dans les Grands Est, des petites villes de 5000 habitants, comme Saint-Hilaire-de-Bretmas entre Alès et Avignon. Ici, en Île-de-France, une petite ville de 4500 habitants comme Tréport-sur-Seine, mais on l'a vu aussi à Nantes. Mais c'est aussi le cas en Europe, des grandes villes comme Rome, des grandes villes comme Milan, des petites villes en Pologne de 15 000 habitants comme Pleszów. Mais globalement, on a créé un observatoire qui s'appelle l'Observatoire mondial de la proximité durable, avec UN Habitat, donc les Nations Unies, et la plus grande organisation mondiale des maires, qui s'appelle CGLU. Et on a accueilli les 4 et 5 septembre des représentants des 5 continents. Oui, on trouve aussi Séoul, Melbourne se sont inspirés avec cette ville du quart d'heure. Séoul, Melbourne, Portland. On trouve des quartiers à Tokyo, on trouve en Afrique, donc à Sousse, en Tunisie. Et dans ces livres-là, la troisième partie, je prends dans chaque continent 2 exemples concrets de ces transformations. Et on trouve de tout, y compris des pays. Il faut savoir que l'Écosse a voté, le Parlement écossais, en décembre 2023, ce qu'ils appellent les territoires des 20 minutes dans l'Écosse, parce qu'il ne faut pas se formaliser sur le nombre de minutes. Donc on trouve le territoire des 20 minutes, le territoire de la demi-heure, la ville des 10 minutes, comme en Utrecht, en Hollande, voilà. Donc on dit aujourd'hui la ville ou le territoire des X minutes pour montrer que ça fonctionne, y compris en France, dans les Landes, dans les territoires, dans la ville de Sète, les Sicoval à Toulouse, voilà. Il y a une profusion de tout type de proximité. Donc aujourd'hui, ce concept, finalement, il s'étend. On est plus dans une smart city ou dans une living city, c'est-à-dire une ville intelligente, qui a fait aussi Flores à une époque, ou dans une ville à vivre. Exactement, je viens de ce monde-là, parce que tout le monde le sait, ma carrière s'est déroulée entre les mathématiques et les sciences de l'information. Oui. Et effectivement, je suis venu à la ville par les villes intelligentes, le Smart City. Et effectivement, j'étais à la tête d'un mouvement mondial pour dire, plus que de l'intelligence, il nous faut surtout être heureux à l'endroit où nous vivons. Et donc, ça s'appelle la ville vivante, la Living City, vous l'avez dit un instant. Et donc, cette ville de proximité, qu'on appelle la ville de la proximité heureuse, elle a beaucoup de succès parce que ce n'est pas une recette, ce n'est pas un business model. On ne paye pas pour être dans cette ville-là. C'est une politique urbaine qui est proposée pour qu'elle soit adaptable en fonction du contexte, du continent, de la culture, de l'économie, de la géographie. Et donc, chacun, dans son lieu, peut l'adapter et peut la faire devenir une nouvelle réalité. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde entier. La proximité est un concept qui vient depuis une centaine d'années, quasiment en même temps que les voitures sont devenues les modèles de vie dans les villes avec la zonification, donc la charte d'Athènes, Le Corbusier, pour ceux qui savent donc que nos villes modernes sont bâties par des lieux spécifiques, les zones d'activité pour travailler, les zones pour vivre, les zones pour avoir de la culture. Toujours a eu un mouvement de résistance pour recréer, comme vous l'avez dit, des villes dans lesquelles il fasse bon vivre. Et aujourd'hui, on est arrivé au bon moment avec ces concepts, crise climatique, crise économique, crise de l'immobilier et du logement, qui fait qu'on est à la pointe, et c'est reconnu au niveau mondial. Je reçois énormément des prix. Mes livres sont traduits aujourd'hui en 11 langues, bientôt 13, les Chinois et les Chinois simplifiés pour la Chine et pour Taïwan. Et je suis donc à 16 livres aujourd'hui,
et 22 avec les 5 nouveaux qui sortent dans quelques jours. Eh ben voilà, en tout cas, ça vient de sortir dès tout début octobre, la ville du quart d'heure, pour tout comprendre de ce concept dont vous êtes le père. Merci Carlos Moreno. On retiendra la ville de la proximité heureuse. Ben, on se le souhaite en tout cas pour les années à venir. Et puis c'est une urgence également climatique. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de la chaire Entrepreneur Territoire Innovation, IAE Paris-Sorbonne, membre de l'Académie des technologies. C'est un plaisir de vous avoir dans Smart Imo. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Et tout de suite dans Smart Imo, on fait un petit pas de côté, on va s'intéresser à la politique et notamment à la politique du logement avec notre invité Jean-Philippe Ducoing-Clément. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Mennecy, c'est une commune dans l'Essonne. Vous êtes vice-président également du Conseil régional d'Île-de-France et on est ravis de vous accueillir sur ce plateau, bien sûr pour décrypter, mais c'est compliqué, la politique nationale et puis s'intéresser quand même à ce qui se passe au niveau régional, puisqu'on vient de parler effectivement de la ville du quart d'heure. On verra que vous avez une région des 20 minutes. Tout d'abord, Jean-Philippe, voilà, on ne peut pas passer à côté de cette nouvelle. On a le nouveau gouvernement donc, de Sébastien Lecornu, mais on se demande très sincèrement, Jean-Philippe, combien de temps il va tenir. Quelle est votre réaction hier à 20h quand vous avez vu ce nouveau gouvernement qui ressemble furieusement à l'ancien? Moi, je suis atterré déjà parce que on est sur un gouvernement qui fait dans la consanguinité. Sur 18 ministres, 12 sont Renaissance et 12 Renaissance macronistes. Il n'y a pas un nataliste dedans. On ramène dans ce gouvernement Monsieur le maire, ce qui est une faute politique, parce qu'à tort ou à raison, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il est assimilé à celui qui a créé le déficit abyssal de notre pays et qui n'a eu de cesse que de taper sur les collectivités locales, là où ma formation, l'UDI Centre Droit, nous sommes profondément décentralisateurs. Et puis c'est un gouvernement au-delà de ça qui ne comprend pas de ministre du logement. Il y a un grand périmètre avec Monsieur Woerth qui n'a jamais été un spécialiste du logement, ce qui est pourtant un des sujets et un des enjeux majeurs. Alors quand on voit ça, je pense que ce gouvernement est mort-né. Est-ce que LR restera ou pas? On le saura ce lundi matin. Et puis je vois pas comment il peut échapper une motion de censure quand on prend les premières réactions du PS et du Rassemblement national. On a l'impression qu'on prend les mêmes et qu'on recommence, sauf peut-être quelqu'un qui avait fait du bien au monde du logement en général. Valérie Létard était unanimement reconnue comme une bonne ministre du logement qui avait fait avancer certains dossiers. En moins d'un an, elle a fait plus que ses 5 ou 6 prédécesseurs pendant des années. Effectivement, on a quelqu'un qui était une battante, qui était engagée, qui connaissait son sujet et qui, pour le coup, ne fait pas partie d'une première vague. Donc, il n'y aura pas de seconde vague parce que ça veut dire que le logement est une fois de plus pris comme une variable d'ajustement budgétaire par Bercy. Moi, je ne conçois pas que le logement, qui est le problème numéro 1 des Français, soit toujours envisagé au niveau national comme une variable d'ajustement budgétaire. Le logement, c'est le premier poste de dépense des Français, c'est ce qui conditionne nos vies, c'est ce qui conditionne nos réussites, et c'est pas quelque chose qui peut être géré de manière totalement technocratique. Comment ça se passe, par exemple, dans votre commune à Mennecy? On rappelle combien d'habitants à Mennecy? 16 000 habitants. 16 000 habitants, donc moyenne commune d'Île-de-France. On subit aussi dans ces petites moyennes communes une crise du logement. Vous savez, en Île-de-France, obtenir un logement, c'est arithmétiquement plus de 10 ans sur du logement social. C'est-à-dire quand vous prenez le nombre de demandeurs en attente et le nombre de logements qui se libèrent, c'est plus de 10 ans. Le délai arithmétique moyen, c'est 4 à 5 ans. Et dans ma commune, c'est 50 à 60 logements qui se libèrent par an pour plus de 4000 personnes qui sont en état de demander. Donc effectivement, la crise du logement, on la vit, on la subit. Moi, j'ai assumé mes responsabilités en tant que maire. Lorsque j'ai été élu il y a 15 ans, ma commune était en situation d'illégalité au titre de la SRU. Nous avions 15% de logements sociaux, là où la loi impose 25% à toutes les communes en Île-de-France. Nous sommes à 26% aujourd'hui. Maintenant, ça a été assumé, une politique d'aménagement, une politique de restructuration de la commune et de produire du logement, mais de produire ensuite des services publics, de produire aussi de l'emploi pour essayer de compenser, d'équilibrer les choses. Oui, bien sûr. Quand on regarde le national, on se désole, mais quand on regarde le régional, le local, on se console. On a l'impression que les maires, bâtisseurs ou pas d'ailleurs, sont plutôt au combat, sont là, sont présents, sont plus peut-être même au courant des réalités de ce qui se passe chez eux. Autant le national aujourd'hui fait totalement déconnecté des réalités et l'annonce du gouvernement de ce dimanche soir montre une déconnexion totale des élites parisiennes avec la réalité des territoires, autant au niveau local et singulièrement au niveau communal, on arrive encore à agir, à produire,
à remplir son rôle d'élu. Ouais. Moi, je suis élu parce que je crois qu'être élu, c'est pouvoir modifier, c'est pouvoir changer le monde, c'est pouvoir changer les choses. Alors, peut-être pas à grande échelle, mais au moins, dans les communes, on peut le faire. Alors justement, 15 ans, Jean-Philippe Dumoulin-Clément, que vous êtes maire de Mennecy. On sait qu'il y a des élections qui vont se présenter d'ici quelques mois. Vous allez vous représenter. Écoutez, 2026, c'est en 26, donc on verra en temps et heure. D'accord, très bien. Et, justement, on parlait tout à l'heure avec Carlos Moreno, qui était le grand invité de Smartimo, de cette ville. Quart d'heure, on a montré son nouvel ouvrage. On a parlé pour l'Île-de-France d'une région des 20 minutes. Expliquez-nous. On s'est inspiré de ces travaux quand on a été amené l'année dernière à revoter tout le schéma d'aménagement de la région Île-de-France, le SDRIF environnemental, schéma directeur environnemental de la région à 2040. Quelle région on veut développer, vers quoi on veut aller. Et cette région, on a souhaité la voir ZAN, zéro artificialisation nette, c'est-à-dire une région qui aille réduire ses extensions urbaines progressivement pour être à zéro extension non compensée par de la renaturation en 2050, et puis une région qui soit polycentrique, c'est-à-dire qui s'appuie sur des pôles de centralité majeurs en Île-de-France pour pouvoir avoir dans un rayon de 20 minutes autour de soi à peu près toutes les aménités, qu'on parle d'offres de soins, qu'on parle d'emploi, qu'on parle d'offres universitaires, d'offres de transport. Et donc c'est cette région polycentrique autour de secteurs tels que Saclay, tels que Melun, tels que le Grand Mot, qu'on imagine et qu'on veut développer. C'est véritablement essayer de rapprocher les services publics de là où vivent les gens. Oui, ça va être le cas avec le Grand Paris, on le voit qui émerge finalement avec ces lignes de métro, de tramway, de bus qui se réorganisent autour d'un Grand Paris. Ça sera aussi ça participera de la région des 20 minutes. C'est le Grand Paris Express, c'est le plus grand chantier des 50 dernières années pour notre région. Ouais. C'est 68 nouvelles gares de métro. Ça veut dire que c'est 68 quartiers de ville qui sont totalement réaménagés, 68 quartiers de ville où on peut recréer du logement, de l'emploi, des services publics. C'est aussi ce qui tient l'économie francilienne. C'est ce qui permet d'avoir, dans un pays qui subit un marasme économique aggravé par les situations gouvernementales qu'on connaît depuis 2022, c'est aussi garder un trend d'activité extrêmement fort. Et puis, c'est changer la vie des gens. Ce super métro, c'est permettre aussi de déconcentrer un peu et de limiter la surattraction de l'épicentre parisien qui est totalement congestionné aujourd'hui. Complètement en étoile. Et puis, on sait qu'il y a aussi cette tension entre, d'un côté, c'est ça, un dynamisme économique, mais aussi, on l'a dit tout à l'heure, la volonté de respecter l'écologie, de préserver cette écologie. Comment on participe à cette équation quasi impossible? L'Île-de-France, c'est une région comme il n'y en a pas d'autres en Europe occidentale. Première métropole économique de l'Europe occidentale. Si on était une principauté, on serait le 6e PIB européen. Et pour la France, c'est 31% du PIB, 18% de la population concentrée sur 4% du territoire. Nous sommes la région la plus dense en termes de peuplement de l'Union européenne, pour la partie intra à 86. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est pour préserver nos terres agricoles, c'est pour rester à 2040 ce que nous sommes aujourd'hui, à plus de 75% d'espaces agricoles, naturels et forestiers, c'est de reconstruire la ville sur la ville. Quand on dit ça, c'est travailler sur l'intensité urbaine, c'est travailler sur le recyclage urbain, sur les friches, sur les zones d'activité, sur les zones interstitielles. C'est permettre de continuer à assumer une croissance de 50 000 habitants par an, parce que là aussi, il y a des régions en France qui sont en perte de démographie extrêmement forte. L'Île-de-France, on est la 2e région de France métropolitaine avec les plus grandes croissances. Donc, c'est aussi assumer une croissance de la ville, mais dans ces enveloppes urbaines constituées. Merci Jean-Philippe Dumoulin-Clément. Je rappelle que vous êtes maire de Mennecy, vice-président du conseil régional d'Île-de-France. Et quelque chose me dit qu'on vous reverra à Mennecy peut-être pour un mandat supplémentaire. Merci en tout cas de participer par Smartimo et à très bientôt. Dans Smartimo, on s'interroge comment réenchanter les bureaux à l'heure du retour justement dans les bureaux. On sait que le télétravail est un petit peu en berne. On va poser ces questions justement au patron fondateur de Have a Good Day, Xavier Chouraqui. Bonjour. Bonjour. Vous visez un service 4 étoiles pour les bureaux. Est-ce que vous pouvez nous présenter, ou peut-être 5 étoiles même, est-ce que vous pouvez nous présenter Have a Good Day? Qu'est-ce que c'est? Alors, Have a Good Day est une société française que j'ai fondée il y a maintenant 9 ans et qui est spécialisée dans l'hospitality en entreprise. Alors, notre vision est très simple, apporter dans les bureaux la même qualité d'accueil et de service que vous retrouvez dans un grand hôtel. D'accord, ça c'est séduisant.
Voilà. Alors aujourd'hui, on est à peu près 330 collaborateurs. On gère plus de 550 clients. C'est un concept qui commence à fonctionner beaucoup, notamment avec le besoin de retour au bureau qui a été mis en place ces dernières années. Oui, c'est vrai. Alors je le disais, hein, un bureau qui a été un petit peu battu en brèche, qui a en tout cas subi une grande transformation après la crise sanitaire. Des gens, des salariés d'ailleurs qui ne sont plus tellement revenus ou qui préféraient rester chez eux. Sauf que voilà, en 2025, on sent que le vent a tourné et on leur demande à ces salariés de revenir. Est-ce que vous aidez justement les gens qui gèrent des bureaux à réenchanter le bureau pour faire revenir leurs salariés? Oui, alors l'idée de l'hospitality, c'est en effet d'apporter une expérience au bureau. J'allais dire à l'ancienne, le bureau est un endroit où on venait travailler, métro, boulot, dodo, aussi simple que ça. Maintenant, l'idée, c'est pas qu'on subit le bureau, mais qu'on ait envie d'y aller par plein de petits outils, aussi bien architecturaux, d'aménagement, mais aussi de services qu'on va mettre en place pour leur donner ce petit plaisir au quotidien. Alors ça passe par quoi quand on dit hospitality? C'est vrai qu'on voit, je le disais, voilà, une réception de grand hôtel, un lobby, des matières assez nobles, assez jolies. Ça passe par ça passe par l'accueil, ça passe par des gens, ça passe par quoi? Alors, ça passe avant tout par l'humain, en effet. Anciennement, le service d'accueil un peu traditionnel, c'est malheureusement une femme ou un homme qui est derrière un bureau, un peu comme un pot de fleurs, on lui dit pas bonjour, on passe devant lui. Un badge à L'idée, l'entrée, un badge à ouais, l'entrée, un rendez-vous avec un client, et puis pas plus que ça. Aujourd'hui, avec le concept de l'hospitality et comme le concept de l'hôtel, on va vers le collaborateur qui est et qui doit être pris comme un client de son entreprise. Donc, comment on peut le chouchouter et l'amener? Alors, bonjour tous les matins, au revoir, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dans un hôtel, lorsque vous êtes dans votre chambre, vous avez un problème avec la clim, vous avez un problème avec la télé, vous avez un problème, où est la pharmacie du coin? Bah, vous savez que vous faites le 0, ou vous descendez voir votre réception et vous avez l'info. Et ben Là, c'est pareil. pourquoi ne peut-on pas le faire dans les entreprises? Donc aujourd'hui, c'est exactement pareil. À n'importe quel moment de la journée, vous savez que vous avez une équipe d'hospitality qui s'occupe de votre qualité de vie. Et le collaborateur, il a cette impression que son entreprise l'aime un peu plus. Oui, d'autant que dans un hôtel, c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages. Là, finalement, les salariés sont un peu toujours les mêmes. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'on connaît leurs habitudes lorsqu'ils vont voir notre barista, un café allongé comme d'habitude, ou des petites choses qui vont nous permettre de leur dire « Ah, vous savez, on fait le 10 km de Paris, toute l'entreprise, on organise ça. J'ai vu que vous couriez, est-ce que vous voulez pas y participer ?» Ou des choses sur le yoga, ou un after-work, ou une Ouais. PlayStation, parce qu'on va se connaître les petites habitudes des collaborateurs. Ça passe par une hyper personnalisation, pas évident. On se dit quand on voit ces tours avec parfois des centaines de collaborateurs. Non, je pense On que... forme les gens à faire ça. Oui, alors hyper personnalisation, ça va être trop excessif, mais en tout cas une personnalisation, oui. Alors quasiment tous nos collaborateurs viennent de l'hôtellerie ou sinon sont formés chaque année la qualité ou au savoir-faire hôtelier, ce qui nous permet d'avoir une approche plus singulière et puis un peu plus respectueuse entre eux et nous. Oui, on passe justement plus de votre société, donc à The Good Day, ce business model. Comment on fait pour rencontrer la rentabilité dans un marché des bureaux qui est quand même en plein marasme à ce moment? Et bien justement, c'est lorsque il y a un peu de marasme et de difficultés économiques qu'on a besoin de mettre en place de nouveaux outils et de nouveaux services. On était créé bien avant le Covid, bien avant le marasme, et ça fonctionnait déjà très très bien, notamment dans les coworking et autres, parce qu'on travaille en marque blanche. Donc quand vous rentrez dans une structure, vous ne voyez pas chez Adidas que le collaborateur, c'est un collaborateur à The Good Day, ou chez Bic, ou chez Amazon, ou autre. Voilà. Et justement, lorsqu'il y a une problématique de fidélisation de locataires pour les gestionnaires ou de talents pour les entreprises, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est leur mettre en place des nouveaux produits et nouveaux services pour les fidéliser. C'est notre rôle. Comment vous voyez justement avec ce retour, j'en parlais du retour progressif au bureau, comment vous voyez l'équilibre évoluer entre les espaces fixes, les espaces flexibles, sur le fameux flex office, et le travail à distance? C'est quelque chose que vous regardez? Oui, alors c'est quelque chose qu'on constate surtout parce qu'on travaille pour nos clients. Donc on constate vraiment un retour progressif au bureau. Alors ça va dépendre entre des petites PME, ETI ou grandes entreprises. Dans les grandes entreprises, il y a un retour progressif au bureau et c'est pour ça que l'importance de l'hospitality, c'est de leur apporter un service pour que leurs collaborateurs se sentent bien et que ce ne soit pas une galère de venir, mais plutôt un plaisir.
Est-ce qu'il y a des nouveaux besoins qui ont émergé depuis quelques années? Je pense, il y a de plus en plus de gens en vélo, on entend qu'il y a des gens qui se font livrer des colis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme nouveaux usages? Oui, alors forcément, on doit s'adapter aux besoins des collaborateurs. Alors, vous parliez de la mobilité douce, c'est-à-dire le vélo. Pourquoi pas leur apporter un service de réparation de vélo sur le lieu de travail? Mais ça va démarrer un peu plus tôt, j'ai envie de dire, déjà pour l'aménagement. Est-ce qu'on peut penser au confort, aux espaces de vie du collaborateur? Est-ce que c'est pas important d'avoir une cafette qui ressemble à un Starbucks Coffee dans une entreprise plutôt qu'une cafette où c'est caméra café et que la qualité du café est dégueu? Voilà. L'idée est vraiment d'apporter des innovations tout au long du process. Et ça va dépendre aussi de l'entreprise. Si c'est un grand cabinet d'avocats, ils vont avoir des besoins qui vont peut-être pas être la même chose qu'une grande entreprise dans le sport. Voilà. Très bien. Bon, on préfère effectivement le 4 ou le 5 étoiles que le caméra café. Vous avez tout à fait raison. En tout cas, concept à découvrir et qui va faire Jean-Paul Flores. Have a good day. Merci Xavier Chouraqui. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Have a good day et à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Cette édition Smartimo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Très bonne journée à tous.